Bienvenue, on plonge aujourd'hui dans une atmosphère politique assez électrique en Belgique francophone, surtout depuis 2022. Oui, on sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement le débat d'idées habituel, c'est devenu beaucoup plus tendu. Exactement. Et le terrain de jeu de cette tension, il est assez inattendu. C'est le monde associatif, ce qu'on appelle le secteur de l'éducation populaire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les documents qui nous ont été fournis pour comprendre ce qui ressemble à une véritable lutte d'influence. D'un côté, le pôle libéral, que nos sources appellent les Bleus. Et de l'autre, le pôle socialiste, les rouges. Notre but, c'est de voir ce qui se joue derrière les polémiques et les coups d'éclat. Et pour analyser ça de la manière la plus neutre possible, il y a une méthode qui est proposée dans nos sources. Oui, et c'est important de le préciser. Pour éviter de tomber dans la personnalisation, on va reprendre le système de nom de code utilisé. On parlera donc de major bleu pour un leader politique libéral, D'accord. et de capitaine rouge pour une figure du monde associatif historiquement liée au monde socialiste. L'idée, ce n'est pas de faire un procès, mais de comprendre la mécanique, les stratégies. C'est noté. Alors, voilà notre plan. On va commencer par la scène qui a vraiment mis le feu aux poudres, un affrontement en plein Parlement. Un moment assez spectaculaire. Ensuite, on prendra de la hauteur pour voir la stratégie globale. On fera aussi un petit détour par l'histoire pour comprendre ces liens très belges entre politique et association. Et on finira par décortiquer la boîte à outils, les techniques rhétoriques utilisées pour déstabiliser l'adversaire. C'est parti. Alors, on se transporte en juin 2024 au Parlement wallon. Le cadre est très formel, une audition de plusieurs responsables d'associations. Oui, les sources décrivent une ambiance plutôt studieuse, constructive au départ. Chacun vient présenter son travail, ses missions. Tout se passe bien. Et puis, soudain, tout bascule. C'est au tour de Capitaine Rouge de prendre la parole. Elle représente une association d'éducation permanente, donc historiquement ancrée à gauche. Et à peine a-t-elle commencé qu'elle est interrompue, très sèchement, par Major Bleu. Ce qui est fascinant, c'est la nature de l'interruption. Il ne lui pose pas de questions sur son travail de terrain. Pas du tout. Et c'est là que toute la stratégie se révèle. Il ne l'interroge pas sur ses actions, non. Il l'attaque sur un plan personnel, politique. Il lui lance, je cite, « Expliquez-vous quant à un attachement à un parti politique en particulier ». Ah oui, d'emblée, on sort du débat de fond pour aller sur la légitimité de la personne. C'est exactement ça. Et que répond Capitaine Rouge? Elle essaye de répondre calmement. Elle explique que oui, bien sûr, son association fait partie de ce qu'on appelle l'action commune socialiste. Donc elle ne nie pas le lien idéologique. Non, elle l'assume, mais elle précise qu'elle est structurellement et financièrement indépendante du Parti socialiste. C'est une nuance cruciale. Mais j'imagine que la nuance n'est pas entendue. Elle est complètement balayée. Major Bleu n'est pas là pour un dialogue, il est là pour frapper un grand coup. Et il passe de l'insinuation à l'accusation directe, frontale, Et la phrase est très violente d'après les sources. extrêmement violente. Il dit « Votre association utilise l'argent public afin de financer le Parti socialiste. Ce système de soutien déguisé au PS, pour moi, c'est fini. Waouh! L'accusation est... Elle est gravissime. Ce n'est plus du débat politique, c'est une accusation de malversation. » C'est ça. Il accuse publiquement, sans la moindre preuve, de détournement de fonds publics. Et le ton, apparemment? Le ton est qualifié de grossier. L'objectif est clair, c'est une attaque ad hominem pour salir non seulement la personne, mais à travers elle, tout un secteur. L'idée qu'il installe, c'est que des dizaines d'associations ne seraient que des pompes à fric pour un parti. Et pour l'association de Capitaine Rouge, j'imagine que le choc est énorme. C'est un séisme. Dans leur communiqué, ils disent que ça remet en cause le principe même de l'éducation permanente. Il faut peut-être qu'on explique rapidement ce que c'est, ce concept. Ce n'est pas juste de la formation pour adultes. Non, non, pas du tout. En Belgique, c'est un secteur de plus de 300 associations dont la mission, reconnue par la loi, c'est de favoriser l'analyse critique de la société, l'émancipation citoyenne. En gros, des lieux pour apprendre à être un citoyen actif. Donc s'attaquer à ça, c'est s'attaquer à un contre-pouvoir démocratique. Exactement. Et d'ailleurs, la réponse de Capitaine Rouge est très fine. Plutôt que de se défendre piteusement, elle contre-attaque. C'est-à-dire? Dans un communiqué, elle se dit fière de son ancrage politique. Elle assume que son association porte un projet de société, que c'est même sa mission. Et elle précise quelque chose d'important. Oui, elle rappelle que cet ancrage ne l'a jamais empêché de critiquer le Parti socialiste quand il est au pouvoir, ce qui déconstruit l'accusation de soumission. C'est une scène fondatrice. Mais comme vous le disiez, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Comment on en est arrivé à une telle animosité? Eh bien non, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est en fait l'aboutissement d'une stratégie qui a commencé bien avant, dès 2022-2023. Ah ouais. On voit le camp libéral, avec Major Bleu en tête de pont,
construire un récit médiatique. L'idée, c'est d'installer cette image d'une galaxie socialiste, d'associations qui roulent pour le Parti socialiste. On crée un climat de suspicion. C'est un travail de sape en quelque sorte. On prépare le terrain avant de lancer l'offensive finale. C'est exactement ça. On sème le doute. Et pour ça, les amalgames peuvent être très violents. Un exemple frappant dans nos documents, Major Bleu qualifie des mouvements antifascistes de structures au procédé fasciste. Pardon. Qualifier des antifascistes de fascistes. Oui. C'est une technique d'inversion accusatoire. Le but n'est pas de décrire la réalité, c'est de diaboliser l'adversaire pour ne plus avoir à débattre sur le fond. C'est une tactique pour le rendre infréquentable. Et après ces généralités, les attaques deviennent plus précises. Oui, en 2023, on passe à des cibles concrètes. Des associations de lutte contre la pauvreté sont accusées de maintenir les gens dans l'assistanat. Ce qui est une critique directe du modèle social défendu par la gauche. Tout à fait. Mais le secteur associatif ne se laisse pas faire. La FESEFA, une grande fédération, dénonce cette stigmatisation. Et elle retourne l'argument assez habilement. Comment ça? Elle demande qu'on évalue avec la même rigueur les aides publiques massives, qui se comptent en milliards, accordées aux grandes entreprises. C'est une façon de dire « vous nous cherchez des poux, mais veut dérouler le tapis rouge aux multinationales ». L'escalade continue, j'imagine. Oui, à l'été 2025, il y a ce que les sources appellent l'affaire du festival. Une association de réduction des risques en milieu festif est attaquée violemment sur les réseaux sociaux par Major Bleu. Pour quel motif? Il l'accuse de banalisation inadmissible de la drogue financée par l'argent public, après une distribution de matériel de prévention. Et là encore, on se doute que la réalité est déformée. Bien sûr, il laisse entendre qu'on distribue des kits de sniff à tout le monde. C'est faux. La directrice de l'association est obligée de faire une mise au point publique pour expliquer que ce matériel n'est donné que sur demande à des consommateurs, pour éviter des maladies. Mais le mal est fait. La petite phrase choc a tourné. L'indignation a été créée de toutes pièces. Exactement. C'est une stratégie d'épuisement. Et après les élections de 2024, on passe de la guerre des mots à l'action. La nouvelle majorité de centre-droit, MR, et les engagés annoncent des coupes budgétaires massives. De quel ordre? 700 millions d'euros au total. Et sur ce montant, 13 millions touchent directement la culture et l'éducation permanente. Donc, 1. On délégitime par la parole. 2. On coupe les vivres. La stratégie est limpide. Pour l'opposition, il n'y a aucun doute. Ils parlent d'une attaque directe contre le contre-pouvoir. En les asséchant financièrement, on affaiblit leur capacité de critique. Et la réaction de la société civile? Elle est massive. Le 14 octobre 2025, une manifestation réunit entre 80 000 et 140 000 personnes à Bruxelles. C'est énorme. C'est un signal politique très fort. Et pourtant, la tactique du pouvoir en place, c'est de minimiser. C'est fascinant. Un député de la majorité déclare entendre surtout le signal des millions de personnes qui n'étaient pas dans la rue. Ah oui, le fameux argument de la majorité silencieuse. C'est une façon de nier la légitimité de la protestation. C'est un classique, oui. On a l'impression que ces attaques visent quelque chose de beaucoup plus profond, au-delà de la politique politicienne. C'est comme si on voulait démanteler une partie de l'ADN de la société belge francophone. C'est exactement le bon mot. Et cet ADN, cette structure, ça porte un nom, la pilarisation. Pour comprendre le conflit d'aujourd'hui, il faut faire ce détour historique. Expliquez-nous. Historiquement, la Belgique s'est construite sur 3 grands piliers, le socialiste, le social-chrétien et le libéral. Chaque pilier avait son parti, son syndicat, sa mutuelle, ses associations. C'était des mondes presque autosuffisants. Et ce qui reste du pilier socialiste aujourd'hui, c'est cette fameuse action commune socialiste. Précisément, elle regroupe des géants comme le syndicat FGTB, la mutualité Solidaris et toutes ces associations, comme celle de Capitaine Rouge. Nos sources disent qu'ils partagent un logiciel d'analyse commun. C'est ça qui est visé. Le cœur du reproche, si je comprends bien, ce sont les passerelles, ces gens qui circulent entre les associations et la politique. C'est l'angle d'attaque principal des Bleus. Ils pointent ce système de porte tournante. Les exemples dans nos sources sont codifiés. Il y a Colonel Rougin, ex-patron de la FGTB, devenu ministre. Il y a Colonel Rouge II, qui a dirigé Solidaris et devenu ministre fédéral, puis est retourné diriger Solidaris. La liste est longue. Oui. Ou encore Colonel Rouge III, une ex-vice-première ministre qui prend la présidence d'une grande mutualité. Pour Major Bleu, c'est la preuve que tout ce système est... Enchevêtré. La critique semble assez forte. Mais la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que ça n'existe que dans le camp rouge? Et c'est là qu'est toute la subtilité et, disons-le, la malhonnêteté de l'attaque. Bien sûr que non.
Les autres piliers fonctionnent pareil, même si leurs réseaux sont jugés moins puissants aujourd'hui. Ah oui. Le pilier libéral a son syndicat, la CGSLB. Le pilier démocrate-chrétien, aujourd'hui les engagés, s'appuie sur le mouvement ouvrier chrétien et le syndicat CSC, le plus grand du pays. L'attaque de Major Bleu est donc chirurgicale. Il décrit le système de son adversaire en faisant semblant d'oublier que le sien existe aussi. C'est donc une offensive très ciblée, qui ignore aussi la nuance de Capitaine Rouge, qui disait que l'affiliation n'empêche pas la critique. Exactement. Elle rappelait que son association a mené des combats, y compris contre des gouvernements où le PS était présent. Mais cette complexité, elle est volontairement effacée du débat. Avec ce contexte de la pilarisation, on comprend beaucoup mieux les stratégies des différents partis après les élections de 2024. Oui, le jeu de chaque acteur devient très clair. Le MR, le parti de Major Bleu, est dans une stratégie de confrontation. L'objectif est double. Se poser en champion de la bonne gouvernance contre un supposé État PS. Et le deuxième objectif? Cimenter son électorat de droite en s'attaquant au contre-pouvoir. Les sources mentionnent même un projet de loi assez radical surnommé Loi Kington. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il permettrait au pouvoir politique de dissoudre une association administrativement sans passer par un juge. Une arme potentiellement très dangereuse contre les voix critiques. Et ses partenaires de coalition, les engagés, sont sur la même ligne? Non. Leur profil est plus modéré. Eux-mêmes issus du pilier social chrétien, avec un tissu associatif très dense, ils sont plus attachés à ce modèle. Leur affluence semble donc tempérer un peu la ligne dure du MR. Et en face, dans l'opposition? Le PS, logiquement, se positionne en rempart contre la casse libérale. C'est une position qui lui permet de ressouder les liens avec sa base syndicale et à sa gauche, le PTB, la gauche radicale, tente de le déborder en se montrant encore plus combatif. Résultat, le paysage politique très polarisé qu'on connaît aujourd'hui en Belgique francophone. Tout à fait. Mais ce qui est fascinant dans les sources, c'est qu'au-delà de la stratégie politique, il y a une véritable boîte à outils de communication qui est utilisée. C'est presque un manuel de disqualification. Absolument. On peut identifier plusieurs de ces techniques, très précisément. La première, c'est l'interpellation agressive. On l'a vu au début. On interrompt, on hausse le ton, on déstabilise pour prendre le dessus. La deuxième, c'est l'accusation de partialité. C'est ça. On ne débat pas du fond. On dit « vous n'êtes qu'un relais du PS ». Ça invalide tout ce qui sera dit ensuite. On attaque le messager, pas le message. Ensuite, plus brutal, le dénigrement par amalgame. C'est l'usage d'étiquettes infamantes. Qualifier des antifascistes de fascistes, c'est l'exemple extrême. C'est absurde, mais très efficace pour diaboliser. Il y a aussi cette tactique de tout ramener à l'argent. C'est la quatrième, la focalisation sur le coût financier. Le fameux argent du contribuable. C'est une corde très sensible. On parle de subsides pour faire oublier la mission sociale. Crier au gaspillage est toujours plus simple. Les sources parlent aussi de fake outrage, une sorte d'indignation fabriquée. Exactement. Cinquième tactique. On lance une info fausse ou déformée pour créer une polémique. L'affaire Zanine est citée, où un ministre libéral accuse à tort un syndicat. L'accusation fait les titres, le démenti finit en bas de page. Le mal est fait. Et quand malgré tout, la contestation s'organise et descend dans la rue. On passe à la sixième tactique, la minimisation de la contestation. On l'a vu, on prétend que les manifestants ne sont qu'une minorité bruyante et on invoque la majorité silencieuse. Et enfin, il reste l'arme ultime. La plus redoutable, c'est la septième tactique, l'arme budgétaire et réglementaire. Là, on utilise le pouvoir de l'État pour asphyxier les critiques en coupant les subsides ou en ajoutant des règles. Le projet de loi Quintin en est la parfaite illustration. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, on voit bien que ça dépasse de loin les petites querelles de parti. C'est une vraie bataille culturelle. C'est la synthèse la plus juste. Ce conflit pose la question du modèle de société. D'un côté, le pôle libéral qui veut réduire l'influence des corps intermédiaires, vu comme un frein. De l'autre, la gauche et le monde associatif qui défendent ce rôle de contre-pouvoir, qu'ils jugent essentiel à la démocratie. Et c'est intéressant, les sources se terminent sur des pistes de réflexion pour le secteur associatif. Comment résister, rester unis, mieux communiquer, utiliser les outils juridiques et surtout ne pas céder au découragement. Il y a cette phrase d'une militante que j'ai trouvée très forte: « La joie est une arme importante dans ce qu'on fait ».
Et pour conclure, on pourrait laisser une pensée en suspens. Cette offensive, bien que très menaçante, a eu un effet paradoxal. Elle a forcé un débat public sur le rôle des associations. Ce qui semblait une évidence est devenu un enjeu. Et la question fondamentale qui est maintenant posée à tout le monde est celle-ci: quel type de démocratie voulons-nous? Une démocratie qui se limiterait aux élus et aux experts? Ou bien une démocratie vivante, nourrie en permanence par des citoyens organisés, capables de critiquer et de déranger le pouvoir en place?